Mesdames et messieurs, bonjour. Et donc, je vais vous présenter un exemple d'organisation mutualisée au service des généalogistes. Pas évidemment que des généalogistes, mais c'est l'objet un peu de ce congrès, si j'ai bien compris. Il s'agit des archives de Bordeaux Métropole. Les archives de Bordeaux Métropole, attendez, il faut que je comprenne comment, voilà, sont un service public d'archives intercommunales à compétence communale. Ça peut sembler un peu étrange. C'est un peu finalement une sorte de nouveau venu, relativement, puisque nous allons voir que nous approchons maintenant du 10e anniversaire de la création de ce service. Mais enfin, c'est un peu je dirais pas, presque un ovni dans le paysage administratif, archivistique français. On est un des rares services, je pense qu'on est même le seul à avoir cette configuration à l'heure actuelle, même s'il y a eu des cas de mutualisation au sein des métropoles. Donc, pour comprendre de quoi il s'agit, c'est un peu austère, mais vous parlez de présenter ce qu'est la mutualisation. Donc, la mutualisation est issue de la loi de réforme des collectivités territoriales, la loi RCT, du 16 décembre 2010, qui impose aux établissements de coopération intercommunale, ce qu'était à l'époque la communauté urbaine de Bordeaux, l'actuelle Bordeaux Métropole, d'établir un schéma de mutualisation entre l'EPCI et ses communes membres dans l'année qui suit chaque renouvellement des conseils municipaux. Donc en fait, on est en 2010, les élections ont lieu en 2014, les élections municipales suivantes, et il faut qu'avant la fin de l'année 2015, ce schéma de mutualisation ait été mis en place et adopté. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que cette mutualisation? En fait, avec la mutualisation, les moyens de la commune et de la métropole sont mis en commun afin de mettre en œuvre les compétences, mais c'est bien la commune qui reste décisionnaire, en fait, des objectifs à atteindre sur son territoire. Nous allons voir que c'est important, effectivement, pour ce qui nous concerne. Et donc, nous sommes placés de ce fait, le service commun qui est créé est placé sous l'autorité hiérarchique du président de la métropole et sous l'autorité fonctionnelle de chacun des maires qui ont mutualisé le domaine d'activité. Ça ne concerne évidemment pas que les archives. La métropole est chargée, quant à elle, d'organiser les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs sur la base des moyens mutualisés par l'ensemble des communes. Ce qui veut dire que on va mettre, pour ce qui concerne les archives, on va mettre en commun les bâtiments s'il y en a. Donc pour ce qui nous concerne, ont été mis en commun les 2 bâtiments d'archives aux normes. Le bâtiment des archives de la communauté urbaine qui se trouve rive gauche, sous le pont d'Aquitaine, on va dire, avenue Docteur Chinazi à Bordeaux-Maritime. Et l'autre bâtiment, le bâtiment principal, que certains d'entre vous ici connaissent, l'hôtel des archives métropolitaines qui se trouve rive droite à la Bastide. C'est un bâtiment tout neuf qui a été inauguré en 2016 et qui avait été construit à l'origine uniquement par la ville de Bordeaux. Donc la ville de Bordeaux a apporté son nouveau bâtiment et la métropole a apporté son bâtiment qui datait, lui, de 2009. On mutualise également les agents, c'est-à-dire que tous les personnels, quand ils existent, c'est-à-dire quand il y a des services d'archives constitués dans les communes, les agents sont automatiquement transférés au service commun et deviennent des fonctionnaires métropolitains. Après, effectivement, se pose la question du financement. Il y a des communes qui n'ont pas de service d'archives constitué, donc qui n'ont personne à transférer, qui ne consacraient pas de moyens ou très peu à la gestion et à la conservation de leurs archives. Donc a été mis en place un système de valorisation financière, je prends dans les détails, puisque les communes, évidemment, tout ça n'est pas gratuit, la métropole ne fait pas ça gratuitement, les communes versent ce que l'on appelle une attribution de compensation chaque année, qui est calculée, qui est révisée. Il y a ce qu'on appelle une révision de niveau de service qui permet de réajuster les coûts. Pour ce qui concerne les archives, l'attribution de compensation est calculée sur un forfait annuel au mètre linéaire d'archives effectivement transférées aux archives de Bordeaux Métropole. Donc, tous les ans, évidemment, les services communaux versent des archives et donc la quote-part, l'attribution de compensation de chaque commune augmente plus ou moins vite. La commune pour laquelle l'attribution de compensation augmente le plus vite, c'est Bordeaux, c'est la commune de Bordeaux, bien sûr. Et les communes pour lesquelles il y a parfois il n'y a pas de versement ou des tout petits versements qui arrivent de 1 mètre linéaire, par exemple.
Le forfait, pour tout vous dire, est de 101,10 € le mètre linéaire. C'est très précis, on fait des calculs très très compliqués pour arriver à établir ce forfait. Donc pour ce qui concerne les archives métropolitaines de Bordeaux, la métropole elle-même a été créée officiellement le 1er janvier 2015. Donc là, on est dans le cadre de la loi MAPTAM. Donc on passe de la communauté urbaine de Bordeaux à la métropole, à Bordeaux Métropole, c'est son nom officiel. Dans l'année qui devait suivre les élections, donc on est en 2015, c'est l'adoption par la métropole et les communes, sauf une commune qui a refusé de voter le schéma de mutualisation, Villeneuve-d'Ornon pour ne pas la nommer. Toutes les 27 autres communes, il y a 28 communes dans la métropole de Bordeaux, les 27 autres communes ont adopté le schéma de mutualisation qui donne notamment la liste des fonctions support, c'est le terme officiel, éligibles à être mutualisées. Donc vous avez la gestion des ressources humaines, les finances, la commande publique, vous avez par exemple le numérique, le juridique et les archives, etc. Il y en a d'autres. Les archives ont été inscrites comme fonction support. Donc là, on est vraiment dans une dimension, une vision, on va dire, de la dimension administrative des archives et du service d'archives. On n'est pas dans une vision culturelle ou patrimoniale. Et en 2016, donc, sont créés les services communs, dont celui des archives de Bordeaux, qui s'appelle Archives de Bordeaux Métropole, issu de la fusion des services d'archives de la métropole et des 3 premières communes qui ont décidé de mutualiser la fonction support archives, c'est-à-dire Bordeaux, Bruges et Pessac. Alors, ce service commun, évidemment, est au service de l'administration métropolitaine et des administrations municipales. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, pour ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, il est aussi au service des usagers. Donc, des objectifs annuels sont, enfin, les objectifs généraux et déclinés annuellement et révisés annuellement, sont co-construits, comme on dit dans le langage administratif ou technocratique, et partagés entre le service commun et la commune. Pour les archives, donc, il a été priorisé, si je puis dire, la notion de facilitation de l'accès des usagers aux archives définitives de Bordeaux Métropole, qui remontent à 1968, date de création de la communauté urbaine, donc c'est pas très ancien. Ce sont des archives très intéressantes, mais très techniques, qui sont peu intéressantes pour la généalogie, bien sûr, à part peut-être les dossiers de personnel, et des communes. Donc, en collectant les archives de conservation définitive, ce qui n'était pas toujours évident dans beaucoup de communes, en normalisant leur classement et leur inventaire, en rassemblant sur un même site ces sources complémentaires, c'est-à-dire ces différents fonds, avec une seule salle de lecture, en les conservant dans des conditions optimales, ce qui était permis par ces nouveaux bâtiments, notamment les 2 bâtiments d'ailleurs qui sont aux normes climatiques, aux normes de sécurité incendie, aux normes de sécurité intrusion, etc., en les communiquant 5 jours sur 7 dans une salle de lecture spécialement aménagée, et en assurant la diffusion, donc la numérisation, c'est un point important, et la création finalement d'un site internet unique commun. Au moment de la mutualisation, 2 communes avaient un site internet, enfin les services d'archives municipales de 2 communes avaient un site internet, Bordeaux et Pessac, donc les 2 sites ont fusionné. On n'allait pas évidemment multiplier les sites. Et la valorisation à travers le service éducatif, ce qui a été évoqué tout à l'heure par la vice-présidente, et l'action culturelle. Donc à l'heure actuelle, alors, les archives de Bordeaux Métropole s'appellent officiellement, administrativement, la direction de la gouvernance documentaire. Ça, c'est pour la dimension très administrative, c'est-à-dire qu'on intervient, c'est une grosse partie de notre activité en amont auprès des services producteurs, qui sont aussi des services versants, donc de l'administration métropolitaine et des administrations municipales pour lesquelles on est compétent. Expertise, appui méthodologique, élaboration. À l'heure actuelle, on travaille actuellement sur la dématérialisation des délibérations du conseil de métropole et des conseils municipaux. Donc on est sur des missions très techniques, très administratives, mais qui préparent aussi l'avenir. Et on a mis au mois de mars de l'année 2024 en service notre système d'archivage électronique métropolitain qui nous permet d'accueillir en versement, dans tout respect des normes, etc., les archives nativement électroniques produites par les services, qui sont les archives de demain aussi. Les archives patrimoniales de demain.
elles le sont déjà pour celles qui sont arrivées dans le système d'archivage électronique. Donc, vous l'avez compris, on est compétent pour Bordeaux Métropole. On est compétent à l'heure actuelle pour 9 communes qui ont mutualisé ce domaine d'activité entre 2016 et 2024. En Barès et Lagrave, l'année, c'est l'année de mutualisation. Vous voyez, donc en Barès et Lagrave, vous voyez sur la carte, c'est la carte de la métropole. Les communes en vert sont les communes qui ont mutualisé la gestion et la conservation de leurs archives avec la métropole. Tous les ans, sauf en année électorale, s'ouvre un cycle de mutualisation. C'est-à-dire concrètement, la présidente, nous avons une présidente à Bordeaux Métropole, la présidente écrit à tous les maires en disant voilà, je vous informe que le cycle de mutualisation est ouvert. Voilà la liste des fonctions, des domaines d'activité qui sont ouverts à la mutualisation. Je vous remercie de vous prononcer, de m'en informer. Donc les maires vont répondre en indiquant qu'ils sont par exemple intéressés à prendre les archives, par la mutualisation des archives. Donc là vont s'engager des discussions préparatoires, notamment les questions financières qui sont importantes évidemment, du financement de cette mutualisation. Et à partir de là, si la commune donne suite, s'engage là tout le processus, les réunions techniques, la préparation administrative, la question du transfert des éventuels agents existants, pour aboutir en fait à la mise en place de cette mutualisation au 1er janvier de l'année suivante. Voilà comment ça fonctionne. Donc cette année, il n'y a pas de mutualisation puisqu'on est en année électorale, 2026, mais disons qu'il n'y a pas de cycle au 1er janvier 2026. J'espère que c'est assez clair pour vous, c'est un peu technique. Alors évidemment, la question il a fallu s'adapter, car nous respectons le principe archivistique, le respect des fonds. C'est-à-dire on ne peut pas mêler ensemble les archives de la métropole et de Bordeaux ou de Pessac. D'ailleurs, les collectivités restent propriétaires de leurs archives qui sont inaliénables. Donc nous sommes obligés, évidemment, de veiller particulièrement à bien identifier les fonds d'archives que nous conservons, les versements qui nous arrivent. Donc vous avez ici une ventilation des fonds par collectivité propriétaire. Donc le fonds le plus important, le plus ancien, c'est évidemment celui de la ville de Bordeaux, de 12 204 mètres linéaires. Et vous avez ici une vue de l'hôtel des archives métropolitaines Rive Droite, donc celui qui a été inauguré en 2016. Un bâtiment de 8 800 mètres carrés, ultra moderne, enfin voilà. Et puis on a un autre bâtiment, je ne l'ai pas mis en photo, mais qui est architecturalement moins intéressant. De toute façon, il n'est pas ouvert au public. Donc vous voyez l'état des fonds. Effectivement, Pessac, on est à 895 mètres linéaires, et puis on a Le Haillan, 121 mètres, Bassins qui a adhéré. Les archives sont en cours de traitement. Les archives c'est un prérequis, les archives sont de la commune, doivent être mises à niveau réglementaire par la commune et à ses frais. Nous en assurons le pilotage, l'encadrement. Généralement, ils font appel à des prestataires. Les archives sont souvent dans un état... Il y a des communes qui n'ont pas de service d'archives. Vous pouvez imaginer l'état de l'ensemble de ces archives, y compris anciennes. Donc il y a une mise à niveau réglementaire qui est imposée en termes de tri, de classement, d'inventaire, en respectant l'inventaire de 1926, le règlement général des archives communales, et puis qui a été mis à jour depuis. Le conditionnement, une boîte dite Cochard, pour employer par métonymie. Je ne fais pas de publicité. Et donc les archives arrivent chez nous, toutes prêtes, elles rentrent dans les magasins, on fait le récollement dans le système informatique et elles deviennent immédiatement communicables. Et après, on accompagne les services pour préparer leurs versements futurs et leurs éliminations. Et on transmet évidemment les bordereaux d'élimination, les demandes d'élimination au visa de la directrice des archives départementales, puisque nous sommes placés sous le contrôle scientifique et technique des archives départementales. À l'heure actuelle, nous conservons, au 31 décembre dernier, 19 300 mètres linéaires, et on a une capacité totale avec nos deux bâtiments de 28 000 mètres linéaires. Ça nous classe dans les 3 premiers services d'archives de notre catégorie en France. Alors, le problème de tous ces fonds, c'était de distinguer les fonds. J'ai mis un exemple. Quelqu'un se présente en salle et souhaite consulter le GG1. Donc, de quel GG parle-t-on? Est-ce que c'est le GG1 de Bordeaux, de Pessac, de Bègles? Donc, nous avons été obligés d'introduire un préfixe collectivité avant la cote réglementaire qui nous permet, nous, d'identifier les documents, évidemment, de savoir de quoi on parle, mais également que nous demandons à nos
chercheur, c'est pas toujours évident de la compréhension d'inclure toujours systématiquement le nom de la collectivité avant la cote, puisque les cadres, tous ces fonds sont cotés et organisés selon le même cadre de classement réglementaire. Vous avez des documents GG1, on en a plusieurs GG1, donc les gens se présentent GG1. C'est pas toujours d'ailleurs Bordeaux, hein, les gens nous arrivent, non mais c'est Blanquefort ou Pessac, etc. Donc c'est important, c'est parfois un peu enrageant parce qu'on ne sait plus très bien, on voit ça dans les références des livres, on a beau écrire. Donc on demande de citer correctement ces sources. On est sous le régime de la licence ETALA, vous savez, la licence de réutilisation gratuite des données publiques. Donc voilà. Donc on indique le nom de l'établissement de conservation, archives de Bordeaux Métropole, le fonds d'appartenance, par exemple l'exemple qui est là, Bordeaux 1E314 ou Blanquefort 1E314 sans virgule, pour bien comprendre qu'il s'agit du registre 1E314 d'état civil de Bordeaux ou de Blanquefort. Alors, ce système peut vous paraître administratif, très intéressant sur le plan administratif. Vous êtes peut-être d'ailleurs surpris du début de mon intervention. Cela dit, il a une cohérence effectivement aujourd'hui, puisqu'on rassemble autour de l'intercommunalité qui a été créée en 1968, on rassemble les archives des communes, progressivement, les archives des communes membres de cette intercommunalité qui exerce depuis 1968 des compétences fondamentales, la voirie, l'assainissement, l'eau, les transports en commun, les ouvrages d'art, etc. Mais il est également pertinent pour les sources archivistiques d'ancien régime. Jusqu'à la Révolution française, la commune de Bordeaux, d'autrefois de l'ancien régime, qui était administrée, comme certains le savent ici, par la Jurade, hein, il y avait le maire de Bordeaux et les Jurats, une sorte d'échevin si vous voulez. Cette commune de Bordeaux d'Ancien Régime avait un ressort très étendu sur ses banlieues. Donc on voit sur cette carte, vous avez en rouge, la limite en rouge, c'est l'actuelle métropole, et vous avez les communes ou les parties de communes actuelles qui sont coloriées, qui sont en couleur, correspondent au ressort de l'ancienne commune de Bordeaux. Bordeaux était une commune, il n'y avait pas d'autres communes à proximité. On avait des paroisses, mais on n'avait pas de communes. Donc ça veut dire que ces territoires étaient administrés par la Jurade. Donc il y a une cohérence archivistique à rassembler ces sources et ces communes autour de la métropole. Finalement, la métropole, il y a une historienne, une médiéviste que certains connaissent, Sandrine Lavaux, qui expliquait effectivement au moment de la... C'était en quelle année? C'était en 2015, je crois, qui explique en 2015, au moment de la création de la métropole, que finalement la métropole actuelle est un peu, mutatis mutandis, l'héritière de l'ancienne Jurade de Bordeaux, de l'ancienne commune de Bordeaux. Donc on peut penser effectivement qu'on va trouver aux archives de Bordeaux Métropole, dans le fonds ancien de la ville de Bordeaux, énormément d'informations sur l'histoire des communes actuelle qui ressortissait de sa banlieue. Alors malheureusement, ce fonds de la Jurade est très lacunaire. Il a subi 2 désastres. Un premier ancien en 1548, donc il y a la révolte de la Gabelle, ou révolte des Pitots, révolte générale contre la Gabelle, je passe les détails. Le roi Henri II décide de réprimer très durement cette révolte. Il envoie le connétable de Montmorency, qu'on va représenter sur cette gravure, réprimer la révolte. Donc la ville de Bordeaux, la commune perd ses privilèges, il n'y a plus de commune. Le beffroi, la grosse cloche, en fait, qui est le beffroi municipal, et on enlève sa toiture. On envisage de raser l'hôtel de ville Saint-Éloi, qui est juste à côté, mais bon, qui finalement échappera à cette mesure. Et surtout, on fait rassembler les archives de la Jurade sur un bûcher devant le logis du connétable de Montmorency. Et ce sont les jurats déchus qui sont obligés d'allumer le feu. Donc en fait, des archives de l'époque médiévale et du début de l'époque moderne, au sens historique du terme, il ne reste pas grand-chose. Il reste quand même les cartulaires, le livre des bouillons, le livre des privilèges, le livre des statuts, etc., qui ont échappé par miracle. Alors on pense qu'ils ont été, on ne sait pas trop, mais on pense qu'ils avaient été mis à l'abri par les jurats. Les jurats ont récupéré quelques documents au XVIIe siècle, des documents qui avaient été emportés par le connétable de Montmorency. Tout n'avait pas été complètement brûlé, il avait saisi les documents, donc la famille du connétable a rendu à la Jurade
ces documents qu'elle conservait. Enfin, finalement, il ne reste pas grand-chose de cette époque, hélas. Second désastre, 1862, c'est l'incendie de l'hôtel de ville. Vous voyez ici une gravure sortie extraite de l'Illustration, célèbre revue. L'affaire a pris une importance nationale à l'époque. Donc le corps central de l'hôtel de ville de Bordeaux, le Palais Rohan, brûle dans la nuit. Les archives de la ville de Bordeaux avaient été installées en 1845 au deuxième étage de l'hôtel de ville, symboliquement au-dessus de la salle du conseil municipal et du bureau du maire qui se trouve à l'époque dans l'hôtel de ville. Donc le feu prend, c'est dans la nuit, vers 11h du soir. Bon, les gens se portent, voyez, on voit sur cette gravure les Bordelais qui se portent au secours. Alors, heureusement, il n'y a personne dans l'hôtel de ville, mais qui vont évacuer le mobilier, qui vont évacuer les tableaux. On voit les tableaux parce que le musée des Beaux-Arts se trouvait dans les salons du rez-de-chaussée. Donc on sort les tableaux, sauf un immense tableau de Delacroix qu'on ne peut pas sortir, qui va brûler. Et quelqu'un dit, et les archives, on monte au deuxième étage, et là on va évacuer les cartulaires qui se trouvent, le fameux cartulaire qui avait échappé au bûcher de 1548. Ils sont évacués à leur tour, et on va se jeter par les fenêtres les registres de délibération de la jurade, du moins ceux qui se trouvent dans les salles le plus éloignées d'incendie, puisque le feu prend une ampleur épouvantable et donc assez rapidement on ne pourra plus rien faire. Ce qui veut dire que nos registres de la jurade, qui ont été reconstitués patiemment par mes lointains prédécesseurs au XIXe siècle, sont à peu près complets à partir, je ne sais pas si c'est une coïncidence, du début de 1661, le début du règne personnel de Louis XIV, je ne pense pas que ça ait de rapport. Les documents les plus anciens, et notamment les documents médiévaux qui avaient été restitués par la famille de Montmorency, qui devaient se trouver dans les salles le plus au fond, les plus proches du point de départ de l'incendie, ont brûlé. Donc là aussi, ça a été une opération. Nous avons toujours des milliers et des dizaines de milliers de feuillets brûlés qui sont restaurés tous les ans. On envoie des feuillets à la restauration. C'est un travail sans fin. On avait estimé en 2016 je lance un appel à générosité, il nous fallait 1 million d'euros pour finir de restaurer ce qu'on appelle le fond brûlé, essentiellement des documents du XVIIe, XVIIIe siècle, et un peu de l'époque révolutionnaire. Le fond révolutionnaire, qui était le plus près, la partie centrale de l'hôtel de ville, et donc le fond XVIIIe, ont moins souffert, on va dire, que les archives, ce qui restait des archives médiévales et de l'époque moderne. Malgré tout, il y a quand même moyen de faire quelques recherches. Évidemment, il y a des sources complémentaires ici aux archives départementales. Et puis, il y a les fonds privés aussi. Cet incendie-là a suscité, depuis cette époque, des mouvements spontanés de dons d'archives privées. On n'a même pas besoin de démarcher de potentiels donateurs. Nous avons régulièrement des personnes qui viennent proposer des dons d'archives, des personnes, des associations, etc. Ça remonte à cette époque où beaucoup de Bordelais ont spontanément donné des archives pour pallier les manques, les lacunes causées par cet incendie dramatique. Vous noterez que les registres paroissiaux et d'état civil, par miracle, échappent à l'incendie, car ils n'avaient pas encore été versés aux archives. Ils se trouvaient dans les communs, les anciens communs du Palais Rohan, qui était le palais de l'archevêque, au service de l'état civil. Ils sont arrivés aux archives à partir de 1878. Les archives ont été reconstruites dans un pavillon séparé de l'hôtel de ville pour limiter justement les risques de propagation de l'incendie, ce qui a été une bonne idée puisque l'hôtel de ville a encore brûlé 2 fois au XIXe siècle. Alors, je vous disais tout à l'heure, ce petit dessin là qui représente un généalogiste omnivore, je l'ai trouvé dans les dossiers d'un de mes prédécesseurs, Jean-Paul Avissot. Il date de 1974. Dans ses dossiers de préparation du rapport d'activité aux archives de France, il y a ce petit dessin qui est assez amusant, qui peut-être à l'époque doit être pris mi-figue, mi-raisin, parce que quand on regarde son rapport, on voit effectivement qu'il est confronté à un afflux de plus en plus important de généalogistes. Ce n'était pas très habitué, donc on voit arriver beaucoup de généalogistes. Et il y a énormément également de recherches par correspondance qui sont adressées à l'époque aux archives municipales de Bordeaux. Bon, Jean-Paul Avissot, que je n'ai personnellement pas connu, mais je crois qu'il était un homme très bienveillant. Bon, il n'y a pas de mauvaises intentions, mais c'est humoristique. Voilà, c'est un petit dessin humoristique. Donc,
le généalogiste omnivore, qui est l'objet de nos soins, à la demande notamment des communes. C'est important. C'est pour ça que je reviens sur la mutualisation. Vous avez effectivement, au moment des négociations en 2015 pour le premier cycle de mutualisation, les communes ont demandé à ce que l'on maintienne les sources archivistiques à proximité des lecteurs, autant que faire se peut, des usagers, et notamment des généalogistes qui venaient à la mairie, dans les services d'archives municipales, consulter en direct les registres. Donc la réponse, effectivement, un des principes de cette mutualisation, c'est que toutes les archives de conservation définitive sont rassemblées à l'hôtel des archives de Bordeaux Métropole, donc à Bordeaux, rive droite, ce qui là on peut poser des problèmes puisqu'on est assez éloigné quand même de certaines communes, vous avez vu sur la carte. Bon. Donc la réponse qui a été apportée, c'est la numérisation et la mise en ligne. Alors, il y a aussi la mise en ligne des inventaires, des instruments, ce qu'on appelle nous les instruments de recherche, enfin, de manière plus générique, je parlerai d'inventaire. La mise en ligne des inventaires, faciliter l'accès, un pré-accès, si je puis dire, à la recherche, d'une part, et d'autre part, la mise en ligne donc, de ressources, de documents originaux numérisés. Et donc, je vais, si ça fonctionne, voilà la page d'accueil de notre site internet. Alors, je ne vais pas vous présenter tout le site. Bon. Vous avez ici une rubrique qui s'appelle e-archive, dans laquelle vous trouvez deux entrées, la salle des inventaires virtuels et la salle de lecture virtuelle. Bon, c'est une présentation extrêmement classique. Donc là, vous avez un état des fonds. Vous voyez, comme nous sommes évidemment contraints, enfin contraints, je ne sais pas si c'est une contrainte, enfin, nous devons, plutôt, plus positif, nous devons de présenter séparément et de manière très visible les fonds des différents partenaires, c'est pas les partenaires, des différentes collectivités pour lesquelles nous sommes compétents. Voilà. Donc je fais des recherches. Alors Bassin, je n'ai rien trouvé parce que ce n'est pas encore arrivé, mais Bègle, par exemple, qui est arrivé, c'est le dernier fonds d'archives publiques, le dernier fonds arrivé. Donc vous avez les archives publiques. Donc c'est assez classiquement organisé ensuite en période chronologique. Le fonds ancien, donc le fonds ancien de Bègle se limite aux registres paroissiaux. Les fonds modernes, donc ça fonctionne, super. Les fonds modernes, donc vous voyez là, on reprend finalement le cadre de classement réglementaire, très classiquement. Donc là, on a une approche très archivistique de l'accès aux fonds, très classique. Et donc après, c'est décliné pour chacune des entités de la même manière. Donc là, si je clique là, j'accède à l'inventaire en PDF. On a aussi des inventaires en XML-EAD sur certains types de fonds, puisqu'on est allé plus loin. Là, pour le moment, on est un peu entre les deux. Et là, on a encore beaucoup d'inventaires en PDF. Bon, je considère que c'est quand même utile pour les internautes, pour les chercheurs, quels qu'ils soient. Donc voilà cette présentation. Et donc, oui, je reviens là. Donc là, j'ai la salle de lecture. Donc là, on a fait une organisation plutôt par rubrique, cadastre, généalogie, on va aller voir après, délibération donc, du Conseil de la communauté urbaine et des communes, iconographie, archives audiovisuelles, etc., périodiques. Donc là, par exemple, la généalogie, vous voyez, donc là, l'état civil, on va aller voir à quoi ça ressemble, les recensements de la population, les cimetières, les registres d'inhumation qui nous sont parvenus, c'est-à-dire ceux de Bordeaux et de Codéran, l'ancienne commune de Codéran qui a été, comme vous le savez, qui a fusionné avec Bordeaux en 1965. Par contre, pour les autres communes, il n'y a pas de registre, ils n'avaient pas de registre d'inhumation. Et on vient de mettre en ligne il y a 3 jours les registres d'immatriculation des étrangers. Qui semble qui est un fonds tout à fait intéressant sur lequel on est régulièrement interrogé d'ailleurs. Alors l'état civil, comment ça s'organise? C'est moi qui... Non, bon, c'est pas... Bon. Vous avez ici, donc, vous voyez l'état civil, les communes dans l'ordre alphabétique,
y compris Codéran, qui est une ancienne commune, et le fonds clos, mais il y a quand même, on reçoit tous les ans des versements. L'état civil nous est versé par les services de l'état civil des différentes communes tous les ans, enfin pas tous les ans, plus précis, quand les registres sont clos depuis 100 ans. Bon. Donc pour Bordeaux, ce n'est pas très compliqué. Nous avons tous les ans des versements qui arrivent en mois de février, généralement, de février 2025. Nous avons reçu les registres de l'année 1924. Ils partent ensuite en numérisation. En cas d'un marché, c'est externalisé, numérisation de masse. Et ensuite, on les met en ligne. On essaie de le faire dans les 6 mois qui suivent le versement. Ce n'est pas toujours simple. Actuellement, on a beaucoup de retard. On a quelques soucis avec notre prestataire. Je prendrai les détails. Enfin, normalement, là, on devrait reprendre un bon mouvement. Nous apposons également les mentions marginales, puisque nous avons les maires nous délèguent la qualité d'officier d'état civil. Alors évidemment, on ne peut pas célébrer de mariage, mais on ne le souhaite pas particulièrement. Par contre, une délégation très partielle qui nous permet d'apposer les mentions marginales sur les registres, les actes de plus de 100 ans qui sont versés chez nous. Ça évite effectivement à nos collègues de l'état civil de devoir se déplacer pour le faire eux-mêmes. Donc c'est un travail qui prend un certain temps quand même, mais une fois que ces actes ont été mis à jour, on est obligé de le faire de toute façon pour des raisons judiciaires, administratives. Nous les numérisons et une fois par an, l'acte mis à jour, enfin la page en tout cas, est substituée, l'image est substituée dans les images en ligne, est substituée à la page qui n'est plus à jour, ce qui nous permet du coup d'avoir une mise à jour régulière de l'état civil, la collection communale. Comme ça, la collection du greffe, elle n'est plus mise à jour depuis 1989. Donc, il n'y a plus de mention marginale, ce qui pose problème. On a souvent d'ailleurs des réclamations d'internautes qui se plaignent, en fait, sont allés sur le, enfin, je ne dis pas ça, le site des archives départementales, disant c'est pas à jour. Quel site avez-vous vu? Mais c'est pas. Voilà, bon, enfin, bref, mais ça peut poser parfois quelques interrogations pour les gens. Voilà, donc, donc il y a les registres paroissiaux, puis après les registres de naissance, de mariage, etc. Donc après, on fait une consultation, c'est assez simple. Je choisis ici ma commune. Alors bon, c'est assez classique. Alors toutefois, il y a quand même une particularité à Bordeaux. Il faut toujours que Bordeaux ait des particularités. C'est la division de l'état civil en sections. Alors, ça laisse perplexe beaucoup d'internautes qui se demandent ce que sont ces sections. Ils pensent que ce sont des arrondissements. Les arrondissements, non. Il y a eu effectivement à Bordeaux à une époque, au XIXe siècle, des arrondissements, mais c'était les arrondissements de police. Ça n'a rien à voir avec des arrondissements administratifs, comme ils peuvent exister à Paris, à Lyon ou à Marseille. En fait, les sections ne correspondent à aucun. Comment pourrais-je dire ça? Les sections n'ont ne sont pas géographiques, j'arrive à le dire. Elles correspondent en fait à des divisions du registre. C'est-à-dire, au 1er janvier, on va ouvrir un registre des naissances. Comme il y a beaucoup d'habitants à Bordeaux, en fait, on va avoir 3 registres identiques qui sont ouverts à la même date. Le registre de naissance de la première section, c'est le premier registre. Le deuxième section, troisième section. Aujourd'hui, il y a 6 sections, si j'ai bonne mémoire. Ces registres sont placés ensuite au guichet du service de l'état civil et la personne qui vient déclarer une naissance, par exemple, en fonction de l'affluence de la queue, de l'ouverture du guichet, etc., va déclarer sa naissance à la première section du registre ou à la 3e section sans aucun lien avec sa domiciliation. Donc il faut toujours trouver la section. D'ailleurs, encore hier, un généalogiste qui écrivait « Je ne comprends pas, je ne trouve pas ». Il nous a donné, en plus, il avait trouvé la référence de l'acte. Il avait écrit 2/702 de la naissance 1906. Le 2 avant le slash signifie 2e section, c'est le numéro de la section. Voilà. Donc il y a cette subtilité. Le seul cas où on a une section géographique, c'est la section de la... Alors il y a la Bastide. C'est le quartier de la rive droite qui a été annexé à Bordeaux en 1865. Et puis vous avez, une période assez courte pendant la Révolution, la commune de Bordeaux a en fait été divisée en 3 communes. C'est pour ça qu'on a Bordeaux-Centre, Bordeaux section Nord, section Centre, section Sud.
Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais pour la période révolutionnaire aussi, il faut intégrer cela. Voilà, donc voilà pour l'état civil. Je vais finir, parce que je vois que je déborde. Alors, attendez, ah oui, d'accord. Donc après des choses très classiques, bon, je ne vais pas passer. Je souhaitais quand même mettre en avant peut-être deux fonds numérisés qui me semblent intéressants pour la généalogie, qui sont un fonds et une application qu'on est en train de développer. Le premier fonds, ce sont les registres de délibération des conseils municipaux, où on trouve, sans doute le savez-vous, énormément d'informations nominatives sur les administrés de la commune, les placements en dépôt de mendicité, l'aide médicale gratuite, des affaires de contentieux, de procès, etc., de relations diverses. Voilà. Donc on peut trouver beaucoup d'informations sur des individus dans ces registres de délibération des conseils municipaux, qui sont quand même une mine extrêmement intéressante. Donc là, on a actuellement tout numérisé, tout en ligne. On a une demande également des communes qui nous demandent de faire la soudure avec les délibérations qui sont en ligne sur leur site à elles. Voilà. Donc, Bordeaux, la ville de Bordeaux, par exemple, je crois, je ne me souviens plus l'année, a mis en ligne à partir de 2020, c'est ça, 19, 20 je crois. Donc là, il y a un manque, il faut qu'on comble la lacune pour mettre à disposition de l'ensemble des internautes, effectivement, les délibérations. Attendez, je reviens là, parce qu'il faut que je retrouve, ça ne marche pas. Si. Alors, c'est où la biographie? Oui, alors ça, c'est un... Plus zut. Attends, excusez-moi. Oui, c'est là. Voilà. On est en train de développer ce que l'on appelle la nomenclature biographique numérique métropolitaine. On va peut-être trouver un nom plus simple. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire des noms des rues. Les rues, les voies, la voirie sur le territoire métropolitain est propriété de la métropole. C'est de sa compétence. Les maires ont la compétence de les dénommer. Bon. Nous avons souvent des questions, des interrogations, alors des services fonciers, services de la voirie, etc., mais aussi beaucoup de généalogistes qui, dans des actes anciens, trouvent des noms de rues. Voilà, ils ont des noms de rues. L'ancêtre est né dans telle rue, mais finalement, ce nom, on ne le retrouve pas. Parce que la voie a changé de nom ou elle a disparu. On a beaucoup de questions, notamment sur l'ancien quartier de Mériadec, pour les Bordelais, vous connaissez sans doute, qui a été entièrement rasé dans les années 60-70. Toute la voirie ancienne a disparu. Ça a été entièrement reconstruit. C'est là que se trouve la préfecture, l'hôtel de métropole, l'hôtel du département, etc. Et ça a été donc les nouvelles voies ont eu de nouveaux noms. Jacques Chaban-Delmas, qui était le maire de Bordeaux à l'époque, a voulu honorer des résistants. Donc tous les anciens noms ont disparu. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en ligne à disposition des notices, finalement, une sorte de base de données, si vous voulez, d'application, avec l'histoire des noms de rue, des noms des voies, toutes les voies. C'est un travail très long parce qu'en fait, on part de fichiers qui peuvent exister, il y a des ouvrages qui ont été écrits, mais on confronte tout cela avec les délibérations des conseils municipaux, les arrêtés des maires, le cadastre, les plans d'alignement, etc., etc. Donc c'est très très long. On a mis en ligne pour le moment la commune du Bouscat. Alors, ça se présente aujourd'hui comme ça, vous voyez. Donc vous avez, alors on a mis des plans diverses époques de la commune. Bon, c'est mieux que rien pour le moment. Si je fais une recherche libre, par exemple, on va prendre, puisque tout à l'heure on avait une communication tout à fait intéressante sur la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai un ancêtre qui est né avenue du Maréchal Pétain, au Bouscat. Donc là, je ne sais pas où est l'avenue du Maréchal Pétain. Mais là, vous voyez, j'ai une notice qui apparaît, qui m'explique qu'elle s'appelle aujourd'hui l'avenue de la Libération Charles de Gaulle, l'avenue de la Libération, qui a été, voilà. Donc, voilà. Le maréchal Pétain vraiment est très, très, très oublié, voilà. Et donc vous avez toute une notice qui explique, qui part de l'époque. Alors cette voie existait à l'époque gallo-romaine, etc. Donc vous voyez, donc qui donne les éclaircissements. Pour le moment, c'est déjà très bien. On est en train de finaliser la biographie de l'ancienne commune de Codéran. Et Ambarès est en cours Ambarès et la Grave, la commune d'Ambarès et la Grave est en cours d'avancement.
On est également en train de travailler avec nos collègues des services numériques, et notamment à la direction de l'information géographique de Bordeaux Métropole, à la conception d'une carte. C'est-à-dire qu'on n'accédera plus là-dessus, on arrivera sur une carte, un plan de la métropole, si vous voulez. Et là, on pourra cliquer, on pourra taper le nom de la rue, donc on arrivera directement, on pourra localiser, ce qui est un peu le problème aujourd'hui, on pourra localiser la rue, la voie, et on disposera de ces informations que vous voyez en ligne. C'est un travail très très long, on avance, espérons qu'on y arrive. Enfin, je trouve ça tout à fait intéressant comme travail, je pense que ça peut être intéressant pour tous les chercheurs, dont les généalogistes. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dû arriver au terme, j'ai un peu parlé longtemps, je crains. Ouais, c'est ça, donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.